Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats avec vous. On est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour François Jost. Ravi de vous recevoir. François Jost, sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes venu de très nombreuses fois sur l'antenne de Sud Radio, en particulier dans l'émission Médias. Vous nous aidez à comprendre, à décrypter un certain nombre de choses. Alors j'étais très étonnée en recevant votre livre. Est-ce que tu m'aimes? MES, de la parodie à la pandémie numérique chez CNRS Éditions. Et alors, vous avez vu que dans mon lancement, les mèmes, je me suis pas aventurée à donner une explication, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'un professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle s'intéresse à ces petites... comment on peut dire, ces détournements? Oui, c'est ça, c'est des détournements. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors peut-être on va commencer. C'est quoi un mème pour nos auditeurs qui vous avez raison, ça peut être un peu étonnant de voir qu'un prof de fac s'intéresse. Vous le dites dans l'introduction, vous dites, vous le saurez à la fin. Effectivement, voilà, on comprend tout au long du livre pourquoi vous y êtes intéressé. Mais non, pour être simple, en fait, les mèmes, c'est des objets, des images et des sons qui circulent sur Internet. Alors on dit souvent de façon virale, pas toujours, parce que quand ça marche pas, ils sont pas viraux. Mais disons que c'est des détournements d'images avec des adjonctions de légendes sur des images, des doublages. Enfin, il y a toutes sortes de procédés techniques, mais en gros, voilà, c'est des images détournées qui circulent sur le On peut net. Penser à Bernie Sanders, je pense que tout le monde a vu avec ses moufles, ses mitaines, assis, et qui a été placé dans d'innombrables situations. Et puis vous, c'est John Travolta qui vous a interpellé. Ça a été le point de départ de votre livre. Parce que moi au départ, je suis comme beaucoup de gens, seulement je savais pas du tout ce que c'était vraiment que les mêmes. Et puis j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, il y a presque 10 ans, je dirais, un personnage qui faisait qui faisait un truc à 180 degrés avec sa main, qui tournait sur lui-même, et qui avait l'air confus, comme Confused Travolta. Et en fait, c'était Travolta dans le film Pulp Fiction, qui était détouré, si vous voulez, et mis dans l'état de situation. Et ce qui est amusant, c'est que le sens se change avec les situations. C'est-à-dire, par exemple, on le voit à un moment qui est dans un parking, on a l'impression qu'il cherche la voiture. On le voit devant les résultats des municipales, on a l'impression qu'il commente de façon un peu... une même photo peut être légendée suivant c'est ça qui est intéressant. Un ton différent, enfin un propos différent. Voilà, Bernie Sanders dont vous parliez, c'est pareil, il est sur la couverture. On l'a mis dans Pogman, je n'ai jamais prononcé le truc, le machin truc style. Gangnam Style, absolument. On le voit là-dedans, mais on le voit aussi sur une poutre avec les ouvriers en train de construire des buildings. On le voit partout, et à chaque fois ça fait... Et c'est ça une signification différente, alors que c'est la même image. C'est ça qui me fascine en fait. Stéphane nous dit, Stéphane nous dit c'est des gifs animated. Est-ce que c'est une différence des gifs? C'est différent des gifs. Non, ça peut utiliser des gifs. Mais là, ce qui vous intéresse, vous, c'est le détournement. C'est à ça que vous vous êtes intéressé. Et puis à l'aspect viral, qui est absolument sidérant. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait le tour du monde. Mais ces si vous images. voulez, pour comprendre le truc du viral, c'est que le Gangnam Style, par exemple, quand il circule au début, c'est juste une image virale. Et à partir du moment où on met d'autres personnages avec celui qui danse, qu'on le met dans différentes situations, etc., ça devient un mème. C'est-à-dire que il y a un ajout dans le mème de signification. On a vu Valérie Pécresse récemment. Oui. Debout. Qui était détourné partout. Marine Le Pen avec le tweet qu'elle a tendu, etc. Absolument, qui a été complètement... Tweet qui a tendu durant le débat, et plein de gens ont remplacé. Il y a même, j'ai vu passer, c'est par une amie, sur le truc qui est marqué « Est-ce que tu m'aimes ?» Ça aurait pu faire la couverture de votre livre, c'est arrivé un peu tard. Question du jour. J'ai oublié. Puis on a oublié le zapping, je suis partie dans le truc. Je suis partie dans l'interview, pardon, on va y revenir, pardon. On n'est pas réveillés ce matin. Excusez-moi, madame. Vous allez animer. Donc la question du jour aujourd'hui, c'est la journée de la liberté de la presse dans le monde. C'est une question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression est menacée en France? On vient de la mettre en ligne. Il y a 67 votes, donc c'est pas beaucoup. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter et vous nous parlez de la liberté d'expression. Pour l'instant, vous dites oui à 94%, non à 6%. Vous
trouvez donc que la liberté d'expression est menacée, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite portion de vote. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour donner votre avis ou sur le compte YouTube. Vous en pensez quoi, François Jost? Non, je ne pense pas qu'elle soit menacée. Ça m'envoie plutôt au livre précédent. Oui, absolument, sur la méchanceté. Non, je veux dire, il faut voir les pays où c'est vraiment menacé. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer la liberté d'expression à chacun de son niveau? C'est-à-dire que, évidemment, si on compare avec des pays comme la Corée, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on a perdu de la liberté d'expression depuis 5 ans ou depuis 10 ans, 15 ans? C'est aussi ça que ça veut dire. Faut aussi qu'on le voit à notre niveau. On dit que les gens ont faim de nos jours en France. On peut pas comparer avec la famine en Afrique, mais pourtant ils ont faim en France. Vous comprenez? Oui, non, mais en France, donc on a pu perdre. C'est un autre débat, mais c'est vrai qu'en France, on a eu une période, notamment sous De Gaulle, où les médias étaient tenus complètement. Là, tous les jours, vous prouvez que vous n'êtes pas tenus. Vos auditeurs ont le droit de parole comme ils veulent. Alors, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Pour la première fois depuis l'élection, alors ça aussi vous pourrez réagir dans la sémiologie. Éric Zemmour s'est exprimé sur BFM. Alors s'il a perdu, c'est pas de sa faute. C'est la faute à Poutine. Et puis c'est la faute à pas de chance. Vous savez, fondamentalement, vous savez, vous connaissez le mot célèbre de Napoléon, trouvez-moi un général qui a de la chance. Macron a de la chance. Il n'a pas de la chance pour la France, il a de la chance pour lui. Il a eu de la chance. Le Covid, puis Poutine, puis l'Ukraine ont permis qu'il ne fasse pas campagne. Puis l'affrontement avec Marine Le Pen a attendu. Là, il a fait campagne pendant 15 jours. Il a fait campagne pendant 15 jours, évidemment. Mais la victoire lui était acquise d'avance. Comme je l'avais dit il y a 5 ans, comme je l'avais dit il y a 6 mois. Donc, si vous voulez, oui, il a eu de la chance, mais ça fait partie du destin de chacun. C'est quand on est déçu qu'on dit qu'on n'a pas eu de chance. Oui, je pense que la chance, c'est pas un truc très quantifiable. C'était très étonnant cette interview. Nous, on va y revenir à 11h moins le quart, mais d'aller à la télévision quand on n'a rien à dire, c'est ce qui était le cas hier d'Éric Zemmour. C'était assez étonnant. Continuons parce qu'il faudrait du temps pour. On va en avoir. Oui. C'est les grandes manœuvres à gauche qui se poursuivent pour une union que certains disent historique. La base du Parti socialiste veut être consultée. La France insoumise veut aller vite. Et Olivier Faure, patron du PS, est pris en étau. Nous discutons sérieusement, point par point, et je suis venu rappeler ce que sont nos exigences pour le Parti socialiste, parce que nous considérons que nous jouons une grosse partie. C'est pas simplement une histoire de témoignage. On l'a déjà beaucoup fait. Là, cette fois-ci, on est sur une aventure qui peut être une aventure extraordinaire, qui peut changer la vie des gens, mais à une condition, c'est qu'on garde un équilibre dans tout ce qu'on fait. J'imagine que vous reviendrez également sur cette coalition avec le PS. Dans vos débats, une lumière infime dans le conflit ukrainien, la lumière du jour, celle qu'ont vu les habitants de Mariupol après avoir passé plus de 2 mois dans les sous-sols de l'usine Azovstal. Hier, l'évacuation a continué. C'était un reportage de BFM. Cela fait des semaines qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour. Dans les gravats, aidés de ces casques bleus et la Croix-Rouge, ils marchent difficilement vers la liberté. Des familles avec des nourrissons attendent d'être évacuées. On est resté ici pendant 2 mois. 2 mois. Mon bébé s'appelle Svetoslav, il a 6 mois. On n'avait plus beaucoup de nourriture, vous savez, les enfants avaient faim en permanence. Nous, les adultes, on peut tenir le coup. Une opération menée depuis samedi, saluée ce soir par le président ukrainien. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis le début de la guerre, ces couloirs humanitaires ont commencé à fonctionner. Que Dieu les préserve pour que cette opération ne s'annule pas au dernier moment et que tout fonctionne correctement. Du pain béni pour les chaînes info, la polémique du burkini autorisé dans les piscines de Grenoble par le maire Éric Piolle. Et forcément, à force d'être en boucle sur les chaînes info, je ne sais pas si vous avez entendu ça sur Quotidien hier, à force de dire piscine, burkini, du coup, les journalistes en bafouillent sur Quotidien. Alors à force d'être en boucle tout le week-end sur ce sujet, les mots burkini et piscine, il y a un problème de prononciation. Du port du burkini dans les piscines municipales. À la une, cette question, les piscines municipales. Non, les piscines, pas les pucines. Les piscines municipales. Le burkini dans les piscines municipales. Le burkini sera-t-il bientôt autorisé dans les piscines municipales? Faut-il autoriser ou non le burkini dans les polices? Ah non, ça c'est autre chose.
Ça vous a amusé? Oui, c'est étonnant, c'est étonnant pourquoi ça, leur langue fourche, je sais pas. Et alors hier, en rendant hommage hier, c'est à vous, rendez hommage à Régine, l'occasion pour Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française, d'expliquer, vous l'avez entendu, le double sens de la chanson des petits papiers écrits par Serge Gainsbourg. Vous allez voir que derrière, il y a un vrai double sens, sachant que Régine était juive et Serge Gainsbourg aussi. Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Mais la chanson, elle a tout un sous-texte. Et un jour, Gainsbourg, dans une discussion avec un journaliste, mais hors antenne, quand il lui parle des petits papiers, il lui dit je l'ai fait, mais en même temps, il y a un moment, on en a manqué de papier. Et oui, tous les deux pendant la guerre. Et tous les deux, ils sont liés par cette histoire des Juifs de France sauvés par des Justes. Et oui, les papiers qu'avaient les Juifs, voilà à quoi laisser passer les petits papiers. Oublions ces petits papiers, voilà la sous-lecture de la chanson. On découvre plusieurs sous-lectures comme ça. Trenet aussi. C'est intéressant. Peut-être un prochain livre. Moi j'adore la chanson. Celle que personne ne sait trop, c'est La petite entreprise. Ma petite entreprise. En fait, il parle de Bachung. Vous connaissez le sous-texte, Valérie? En fait, il parle de son sexe. Sa petite entreprise, c'est son sexe. Il y a les sucettes à l'Annie, il y a beaucoup de choses. Et je t'attendrai à la porte du garage. C'est je t'attendrai à la porte du garage. Ah bon? Ah oui, le truc de Trenet, c'est je t'attendrai à la porte du garage. D'accord. C'est quand même génial. Oui, ça c'est assez fort. Voilà, il y a matière peut-être à faire un livre. François Josse, donc avec nous, sémiologue français. Vous publiez ce livre tout à fait intéressant. C'est un travail d'universitaire. Hein. Est-ce que tu m'aimes de la parodie à la pandémie numérique? On a évoqué ce qu'était un mème. Qu'est-ce que ça dit de notre société, le mème? C'est un petit peu ce que vous avez voulu décrypter dans ce livre. Hein. Alors j'ajoute universitaire mais drôle quand même. Oui, drôle, oui, non. Déjà un universitaire qui s'intéresse au même, il y a des photos, il y a des illustrations dans le livre, il y a tout. Alors on a donné l'exemple de Bernie Sanders, celui de John Travolta, il y a aussi la scène. Et ça c'est très intéressant, la scène du Christ avec les apôtres qui est détournée de façon totalement délirante. Passe-moi la mayonnaise. Oui, c'est étonnant parce que la scène de Léonard de Vinci est vraiment un objet qui intéresse sans arrêt les gens qui font des parodies. Par exemple, récemment, pour Poutine face à Macron, de part et d'autre de cette table immense, on a mis la scène, toute la scène derrière. Donc c'est assez étonnant. Mais vous me demandiez qu'est-ce que ça révèle. En fait, il y a deux choses. Il y a deux sortes de mèmes. Il y a les mèmes qui expriment simplement des réactions intérieures. Et donc, on va mettre, par exemple, le personnage de Travolta pour dire qu'on est confus, qu'on comprend pas bien, ou on va mettre une femme avec des tas d'équations sur elle, et parce qu'elle essaye de maîtriser ses émotions, etc. Donc, il y a ça d'un côté. Et puis, les mêmes commentent beaucoup l'actualité, et donc, nous apprennent aussi un certain nombre de choses sur ce qui est dans la tête des gens de la société. Alors, j'ai une partie dans ce livre notamment sur l'épidémie, la pandémie, et on voit quand on reprend les trucs avec, par exemple, il y a un mème. C'est complètement fou. Oui, c'est fou. Il y a un mème avec les dinosaures qui dit attention les gars, une météorite et faisons des réserves de PQ. Donc on voit qu'il y a eu comparé à la disparition des dinosaures, on s'est fait très peur. Les gens ont eu très peur. Et ça, on le voit décliné par toutes sortes d'images. Est-ce que vous savez qui crée les mèmes en fait? Et quel âge ont ceux qui créent les mèmes? Et comment part en fait Alors c'est une bonne question. En fait, pour que les vrais mémeurs, ce qu'on appelle les mémeurs, ils publient beaucoup de mèmes. C'est-à-dire que quand on en fait un ou deux, comme j'en ai fait, qui sont vous faites des mèmes? Oui, j'en ai fait pour essayer, c'est drôle. Mais je veux dire, ils n'ont eu aucun succès. Mais parce que je suis pas un mémeur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y accrocher et en faire beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont individuels, je dirais, et puis il y a aussi
aussi des gens qui collaborent avec des politiques. Par exemple, je montre pendant l'époque de Trump, il y a eu des mèmes qui se sont fabriqués en corrélation entre des individus, des conseillers. Par exemple, celui qui est devenu Job Not Mobs, c'est-à-dire du travail, mais pas des manifestations. Des manifestations, ouais, pas des manifestations. Il a été co-élaboré, on peut dire, par des gens et par l'entourage de Trump. Et il est devenu un mème important. Un mème important, parce qu'ils n'ont pas tous non plus la même viralité. C'est-à-dire tous ne fonctionnent pas comme ça. Qui est client des mèmes? À qui s'adressent en fait ces mèmes? Alors, oui, c'est un truc... C'est assez subtil, hein, vous l'expliquez dans le livre. Que j'étudie aussi. À qui ils s'adressent, ça dépend. On est tous exposés à des mèmes qu'on reçoit comme ça d'un copain, etc. Et puis, il y a ceux qui, j'allais dire, soudent une communauté. Ouais. C'est-à-dire que pratiquement tous les mèmes peuvent souder des gens qui forment une communauté. Par exemple, il y a des mèmes djihadistes qui donnent des arguments pour les djihadistes et donc qui forment une communauté. Il y a toutes sortes de communautés. De communautés, mais globalement, c'est fait pour rire. Alors globalement, c'est vrai que la plupart des mèmes, je crois qu'il y a eu une enquête depuis mon livre, la plupart des mèmes, 50% au moins, c'est pour rire. Mais il y a aussi 25% ou je sais pas quoi, qui est pour dire quelque chose, qui est sérieux. Alors, et pourquoi ça s'appelle on va revenir, pourquoi ça s'appelle les mèmes et des auditeurs qui prennent en cours. Camille, elle nous dit, oh là là, j'ai loupé une chose, c'est quoi des mèmes? Alors, des gifs animés. Pas forcément des gifs. Pas forcément. Pour que les gens comprennent. Non, c'est pas forcément des gifs, ça peut être une image fixe. C'est une image. Alors, je vais redonner l'exemple pour Camille ou ceux qui nous prendraient en cours. C'est Bernie Sanders avec ses moufles et ses mitaines. C'est John Travolta qui est dans des situations différentes. C'est au moment de la pandémie, on a pu voir encore une fois, c'est une des images qui a beaucoup circulé, la scène avec le Christ et donc détourné. Ce sont des images détournées que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Il y a vous voyez, des classiques comme Grumpy Cat, le chat qui dit j'ai essayé de l'humour, je sais pas quoi, mais c'est pas bien. Hein. Oui. Il y a la gifle aussi de Batman, à Robin. Et puis ça suit l'actualité avec Chris Rock et la gifle qu'il a reçue de Will Smith. Il y a eu plein de gifles. Oui, c'est intéressant parce que ça a fait un gif, etc. Mais qui renvoyait en fait à Batman aussi. Absolument. Et c'est ce qui fait que les mèmes sont assez difficiles à comprendre parfois, si on n'est pas dans la communauté, parce que il y a comment une cascade de sens. Je prends l'exemple par exemple la scène avec un écureuil devant qui vous regarde la caméra. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ce truc? Et si on creuse, on s'aperçoit que c'est un couple qui posait avec un appareil à déclenchement retardateur, qu'au moment où ça s'est déclenché, il y a un écureuil qui est venu se mettre là, et donc c'est devenu une façon de plaisanter. Ils ont mis l'écureuil partout. Voilà, qui se retrouve partout. Alors la question de Gilles, c'était d'où vient ce nom, ce mot de mème, qui a inventé les mèmes? C'est un biologiste en fait qui a inventé le mot au départ, même par ressemblance avec mimésis en grec, c'est-à-dire ce qui ressemble. Et donc, partant de l'idée que dans la culture, il y a des éléments de culture qui se transmettent comme ça par imitation. Qu'on imite les autres et qu'on transmet les choses comme ça. Et donc, il a forgé même par sorte d'analogie avec gène. Il dit même que les mèmes, c'est la crème de la crème ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça l'étymologie de mème. Alors, Stéphane dit, pensez-vous que c'est une création ou est-ce qu'on a des détournements comme cela dans l'histoire? Oui, on a des détournements comme ça dans l'histoire. C'est pour ça que mon livre, en sous-titre, porte de la parodie à la pandémie numérique, parce que bien sûr, la parodie, c'est pas nouveau. La plupart l'ironie, l'humour, la moquerie, tous ces trucs-là existent bien avant. Évidemment. Mais ce qui fait la différence, c'est que quand vous avez un dessin de presse avec il n'est pas viral, il va aux quelques lecteurs, etc. Tandis que là, il est potentiellement, et c'est pour ça que c'est pandémique, il va du monde entier au monde entier, quoi, si vous voulez. Est-ce que, par exemple, vous vous souvenez je vais appeler ça un gif animé, de Jean-Luc Mélenchon qui fait ses gros yeux? Est-ce que ça, pour lui, c'est un avantage que ça soit viral ou pas du tout? Est-ce qu'il pourrait le faire interdire
dire ou pas, parce que c'est un droit à l'image. Qu'est-ce que ça révèle, cette image détournée de Jean-Luc Mélenchon qui fait un gros regard? C'était dans une émission d'Europe 1. Oui. Je sais pas ce que ça révèle exactement, mais si vous voulez, il y a du pour et du contre, parce qu'il y a quand même des gens qui vont trouver que c'est très drôle et que c'est sympathique, puis des gens qui trouvent que c'est ridicule, comme pour toute attaque. Donc c'est 50-50. Il y a eu des personnages qui ont été ridiculisés. Par exemple, un pauvre garçon qui s'appelle Ghislain, qui joue avec un sabre laser, qui est en fait un truc pour ramasser les balles de golf, et puis qui se casse la gueule, etc. Il a été moqué mondialement. Et ce garçon a terminé dans un service psychiatrique. Mais non. Ah oui, parce qu'il était totalement, tourné en ridicule. Tourné en ridicule dans le monde entier, parce que ça a été viral et c'était devenu un gif animé. Il y a un côté sombre parce qu'on rigole, on rit, sauf qu'il y a un truc un peu sadique quand ce sont des personnages publics qui sont mis en scène. Alors il y en a d'autres. Je cite un autre exemple, c'est Bad Luck Brian, qui ont su retourner le truc et qui en ont fait des produits dérivés. C'est quoi Bad Luck Brian? C'est un garçon qui avait fait une photo pour son école avec un sourire totalement idiot, mais il l'avait fait un petit peu pour s'amuser, et un copain l'a pris et l'a mis sur le net et il a fait circuler. Donc il a l'air complètement crétin, et il a servi, si vous voulez, de même pour dire que qu'on est malchanceux. Bad Luck, qu'on est malchanceux. Et donc il a fait des t-shirts, des blousons, et lui, il en a fait un business. Il a gagné pas mal de fric. Vous évoquez aussi les détournements d'artistes, d'art. On voit Vincent Van Gogh et la Joconde, ou la jeune fille à la perle. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont aussi utilisées dans des mèmes. Voilà. Alors c'est pour ça que je pars d'ailleurs de ça, sur la scène de Léonard de Vinci. Mais la scène de Léonard de Vinci, elle est détournée par des grands artistes. Absolument. Par exemple, Warhol a fait des scènes de Léonard de Vinci et qu'il a des bons. Alors que les mémeurs cherchent plutôt à rire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est en partie anonyme la plupart du temps. Ils cherchent simplement à faire rire et pas à faire de l'art. Mais il y a des œuvres d'art comme Le Cri de Munch, où on voit le type qui crie pour dire je suis horrifié par... Non, qui pousse un caddie avec du PQ. Ah, je l'ai pas vu ça. Non, je l'ai pas vu non plus. Donc, vous pensez que c'est un phénomène qui va perdurer, que ça va évoluer? Je suis certain que ça va perdurer, oui, parce que si vous voulez, ça s'ancre la parodie sous toutes ses formes, c'est un truc qui nous amuse, parce que ça joue avec un certain savoir, parce qu'en fait c'est ça, il y a la grande culture, si vous voulez, et là c'est pas qu'il n'y a pas de culture, il y a au contraire beaucoup de culture, il faut partager un patrimoine, sinon vous comprenez rien. Pardon. Non, je voulais dire, ça devait étonner votre éditeur. Oui, c'est exactement la question que j'allais poser. C'est exactement ma question. Nous sommes connectés, Valérie, on est connectés. C'est comment CNRS Édition a accueilli cette... Non, parce que la difficulté, c'était plutôt pour le titre, où on n'était pas tout à fait d'accord, mais c'est moi qui ai effectivement trouvé le titre. Non, mais je pense qu'ils sont aussi très 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 ouverts, enfin le CNRS Édition est très ouvert à ce qui se passe aujourd'hui, et avoir un regard un petit peu critique, analytique. Donc, analytique, parce que vous analysez... J'ai été très encouragé par mon éditeur. Et vous n'avez pas fait de même de vous-même? J'en ai pour le jeu de mots. Oui, c'est pour le jeu de mots. Je fais que des jeux de mots là-dedans. C'est très drôle. Même pas peur, quand même. Et donc, vous avez fait un mème de vous-même ou pas? Non, j'ai fait un mème de mon village, mais c'est pour... mais là, c'est pas viral, si ça pas... il n'a pas très bien... Il a été vu par 500 personnes. Oui, c'est votre communauté. François Jost livre donc ce livre Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique. C'est aux éditions du CNRS Édition, et vous analysez, vous décryptez ce phénomène, et c'est toujours passionnant de vous recevoir. Merci à vous. Nous on se retrouve dans un instant pour parler d'un tout autre sujet, des arbres. Sauvons nos arbres, ils sont de plus en plus menacés par le béton, et de plus en plus de citoyens se mobilisent, et c'est le cas de mon invité Thomas Braille dans un instant. Je vous remercie.